Du coup, bonsoir. On va parler d'un sujet un petit peu dur ce soir, je préfère vous prévenir. Trigger warning, ça va parler de la loi fin de vie. Donc ça va parler d'aide au suicide, ça va parler de maladies lourdes, de handicap, etc., de validisme. Donc je préfère vous prévenir. La loi, elle est débattue en ce moment. En gros, la loi fin de vie est examinée en ce moment à l'Assemblée nationale. Elle va être examinée en séance publique le 12 et le 25 mai. Donc le 12 c'est passé. Du coup, il y a eu plutôt un accueil favorable à cette loi. Et le 27 mai, donc la semaine prochaine, ou même, la semaine prochaine, on a plutôt un ensemble de députés d'un petit peu de tous bords politiques qui sont assez favorables à cette loi. Et le truc, c'est qu'il y a beaucoup d'enjeux sur cette loi, et actuellement, il y a une pétition pour appeler le Front de gauche anti-validisme à voter contre la loi euthanasie. Une pétition qui alerte sur cette proposition de loi et qui essaye de montrer au moins aux partis de gauche que ce n'est pas le progrès qu'il et elle pensent. Et c'est voilà, c'est ça. À gauche, elle est très votée. Et on va voir en quoi c'est un souci. Moi, de prime abord, j'étais plutôt d'accord avec une loi comme ça, il y a quelques années. Et en fait, c'est à force de discuter avec... justement notamment plusieurs d'entre vous et que je vois un petit peu les enjeux qu'il y a derrière, que je vois ce qui se passe avec ce genre de loi, que je me suis rendu compte que non, c'était pas un progrès et que dans notre système c'est même plutôt très inquiétant. Et on va voir en quoi c'est inquiétant avec au début une vidéo. Donc voici une militante et avocate du coup qui justement représente pas mal, qui est un peu porte-parole de la cause des personnes handicapées et du discours on va dire de cet élan contre cette loi, parce que déjà elle en parle très bien et elle est très concernée par cette histoire de loi fin de vie. Donc un petit short pour nous décrire. Le projet de loi qui revient à l'Assemblée nationale le 12 mai se propose de légaliser ce que ses défenseurs appellent l'aide active à mourir. Qu'est-ce qui se cache derrière cette formule? Deux dispositifs, le suicide assisté et l'euthanasie. Dans les deux cas, il s'agit de provoquer la mort d'une personne malade qui le demande. Dans le premier, on donne à la personne malade le produit létal pour qu'elle se suicide. Dans le second, c'est le médecin qui administre le produit létal. Il s'agit donc de légaliser l'accès à un suicide médicalisé. Fait partie de l'asso CLHEE, le texte antivalidiste. s'adresse aux personnes malades qui souffrent et dont la mort est imminente. Ce qu'il rappelle moins, c'est que pour les malades dont le pronostic vital est engagé à court terme, il existe déjà un cadre légal concernant la fin de vie, issu des lois Claeys-Leonetti. Ces textes de loi... Alors un texte qu'en fait on n'entend jamais parler, mais qui prévoit le droit existe déjà, à l'arrêt de l'acharnement thérapeutique, le droit à la sédation profonde jusqu'au décès et également le droit de prévoir des directives anticipées sur toutes ces questions. Ces textes sont peu connus. Pourtant, ils répondent à la majorité des situations. 2002 ce texte. Malades bien pris en charge, ils ne demandent plus à mourir. Ça, c'est ce qu'a constaté la mission qui a été chargée de faire le bilan de ce cadre juridique. C'est ça, dans les hôpitaux, comme je le dis souvent parce que je connais beaucoup de monde qui bosse dans les hôpitaux, c'est ce qui se passe déjà en réalité, effectivement. Finalement, le projet de loi s'adresse à ceux qui ne sont pas couverts par ce cadre juridique, c'est-à-dire les malades dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme et les malades dont le pronostic vital n'est pas engagé du tout. Évidemment, potentiellement, ça concerne bien plus de monde, notamment des malades chroniques et des personnes handicapées. Dans une société comme la nôtre, c'est-à-dire une société profondément inégalitaire, une société où tout s'effondre socialement, le risque principal, c'est que des personnes malades et des personnes handicapées qui n'ont pas accès aux soins s'orientent vers ce dispositif, non pas parce qu'elles ont envie de mourir, mais parce qu'elles n'ont tout simplement plus les moyens de vivre. C'est ça, c'est que ça va pousser les gens à chercher comme solution la mort parce que il y a des douleurs, il y a des handicaps, il y a des maladies tellement lourdes au quotidien à vivre alors que ce n'est pas un pronostic vital qui est engagé. Mais du coup, c'est tellement... En fait, ces personnes n'ont pas accès à des soins ou alors ne sont pas soulagées, ne sont pas prises au sérieux et du coup... un gros risque que des personnes se dirigent volontairement vers cette solution parce que c'est la seule qui est facile d'accès. Malheureusement, contrairement à ce qu'on nous dit, aucune garantie ne peut prévenir. D'une part, le fait que des malades s'orientent vers ce dispositif pour des raisons d'avoir... Mon père a eu droit à ça. Du coup, tous les gens qui hurlent que c'est inacceptable de laisser les gens souffrir en ignorant cette loi, plus ou moins volontairement, me foutent un peu la haine. C'est pas une solution radicale. Ça prend du temps, la personne est mise dans le coma. Mais entre ça et une solution border eugénisme, exactement comme il propose, vu le contexte politique et social, la solution actuelle est bien suffisante, je pense. En tout cas, la solution qui est proposée là,
là, ça ouvre le portail de l'eugénisme, ça ouvre le portail de l'ultra-capitalisme des hôpitaux qui est déjà très présent, il faut qu'on libère des lits, et de toute façon, toi tu vis dans un désert médical, t'as pas accès à tes soins, mais bon, par contre si tu vas à l'hôpital, t'auras cette solution. Voilà. Et encore, là j'ai dit que des petits exemples, mais il y en a plein d'autres. D'autre part, que le dispositif s'étende à toujours plus de malades. D'ailleurs, c'est ce qu'on constate dans tous les pays étrangers qui ont légalisé le suicide assisté et l'euthanasie, notamment au Canada. Avant d'entendre les concernés parler, je pensais que c'était une bonne chose aussi en vrai. Mais pareil, parce que moi, je voyais vraiment juste le contexte d'une personne qui va décéder de toute façon, qui souffre énormément et qui peut avoir une solution pour mettre fin à ses souffrances en disant clairement, en étant d'accord, etc. Mais c'est ça le truc, c'est qu'en fait, dans le discours politique actuel, on ne donne pas la parole aux principaux et principales concernés par ce genre de loi. Les personnes handies, du coup, qui ont souvent des maladies lourdes, des maladies incurables, des choses comme ça, qui risquent d'être les premiers et les premières concernés par ce genre de loi. Pour déterminer si une mesure est véritablement progressiste ou humaniste, il ne faut pas raisonner seulement en termes de liberté individuelle, mais aussi en termes d'égalité. Quelle sera la marge de manœuvre des personnes malades les plus pauvres, les plus isolées, les plus marginalisées, devant une mesure qui est une véritable incitation au suicide? De mon côté, je vois toutes les difficultés à avoir accès à des aides, des soins. Oui, voilà, du fait de ton handicap, t'as des difficultés de ouf à juste être prise en charge, à avoir juste tes droits en fait, alors que, clairement, on sait, ta maladie, elle est diagnostiquée et tout ça. Voilà, rien qu'avoir accès à ce dont tu es censé avoir le droit, c'est déjà hyper compliqué. J'imagine même pas... Non seulement à quel point ce genre de loi peut faire des ravages en fait, parce que quand tu commences à juste avoir ça comme solution, on a le devoir de s'inquiéter d'une mesure qui comporte bien plus de risques c'est très effrayant. Et de progrès pour qui que ce soit. La question du coup là, elle est comment on peut faciliter l'accès à la mort et pas faciliter l'accès à des soins. Et c'est ça qui est aussi assez effrayant. Les véritables urgences, on les connaît. Ce sont l'accès universel aux soins, l'accès aux soins palliatifs pour tous ceux qui en ont besoin et l'accès à tout ce qui peut soulager la souffrance. Le néolibéralisme est en train de détruire tous nos droits sociaux, notamment en matière de santé. Et le fascisme se répand. Dans un tel contexte, on ne peut pas laisser croire que la mort est une solution pour tous ceux que l'on abandonne. Ce serait vraiment commettre une énorme erreur à gauche que de se rendre complice d'une telle mesure. Ce serait non seulement une trahison, mais aussi un renoncement à améliorer les conditions de soins et de vie des personnes malades et des personnes handicapées. Hop là, donc voilà, un short hyper instructif. Exer Rojas, j'espère que je le dis bien, je le dis un peu à l'espagnol, c'est peut-être pas du tout comme ça qu'il faut le dire, mais voilà, qui résume pas mal. Je trouve que on a, bien sûr, on n'a pas tous les enjeux et tout ça, on a juste les grandes lignes de pourquoi c'est inquiétant ce genre de loi et pourquoi, surtout quand on a des valeurs de gauche, on peut pas être pour. En tout cas, faut écouter en fait ces personnes-là. Et du coup, voilà, je vous le mets puisque c'est tout résumé en 4 minutes, je trouve que c'est très bien dit. Et on va passer après au texte, l'article qui en parle. Comme les personnes concernées le disent, pour faire des choses dans le bon sens, il faudrait d'abord garantir les droits à une vie digne. C'est ça, avant de leur offrir une mort digne. Sachant que c'est déjà possible pour des malades sans perspective de survie de toute façon. Oui, et puis, vraiment, je trouve que c'est ouf d'aussi peu écouter la parole des personnes handies dans un texte de loi comme ça. C'est ouf. J'allais dire que depuis 1 an, j'ai mis 5 ans. Oui, c'est ça aussi, il y a l'errance médicale qui peut rendre fou, qui peut faire complètement... parce que les douleurs et tout ça, ce qui peut, j'imagine, dans un cas comme ça où on pourrait te mettre à l'évidence de, après, si vous vivez si mal, vous avez cette solution. Enfin, je sais pas, j'imagine, je suis peut-être assez cynique, mais je l'imagine parce que, le monde de la médecine et de la santé peut être très cynique. Je pense que tous les gens qui ont des handicaps, des maladies lourdes, ont pu constater ce cynisme, ça c'est sûr. Tellement peu de gens parlent de ce sujet, je vois quasi rien sur les chaînes, journaux qui parlent de politique. Oui, j'ai vu un article de Mediapart, je crois aujourd'hui ou hier, qui interrogeait une personne, je ne sais plus qui, sur la loi fin de vie. La personne est contre. Et la manière dont elle était interviewée, on comprenait vraiment que c'était Mediapart qui disait « Oui, mais cette loi, elle pourrait faire ci. Oui, mais le cadre, il est bien fermé. Oui, mais ça va se mais pourquoi vous pensez que ça se passera forcément mal ?» Et tu sais, toutes les questions de Mediapart sont un peu énervantes. Parce que c'est vraiment en mode « Non, mais en vrai, c'est quand même une bonne solution, non ?» Ah oui, c'était cet article. Exactement, c'était « Nos alliés se trompent ». Et je trouvais qu'il n'était pas ouf. Sarah Piazza, psychologue en soins palliatifs et co-autrice du livre qui prend à partie la gauche dont elle se réclame. À ses yeux, en soutenant l'aide à mourir, la gauche renonce à agir sur les inégalités, les conditions de vie, l'accès aux soins et qui crée du mal à mourir.
Et le truc, c'est que les questions sont très orientées. Mediapart, à l'Assemblée, la très grande majorité des députés de gauche défend la légalisation d'une aide à mourir comme un nouveau droit à une liberté ultime, celle des malades en fin de vie confrontés à des souffrances réfractaires. Vous êtes au contraire farouchement opposé à cette légalisation au nom de valeurs de gauche. Comment vivez-vous cette opposition? Comment vivez-vous cette position? Genre, je me dis, mais demande-lui surtout pourquoi. Pas comment vous vivez ça, mais pourquoi vous êtes opposé. Là, pareil, cette légalisation de l'aide à mourir bénéficie pourtant à une très large majorité à l'Assemblée. Convention citoyenne est clairement exprimée en faveur, machin. Cela ne vous fait-il pas douter? C'est encore une fois, c'est pas pourquoi vous continuez à être contre, c'est vous ne doutez pas de votre position. Voilà, je trouve les questions un peu pourries en fait. La Convention citoyenne a expliqué le problème aussi. Ok. Ils sont pas renseignés. Oui, j'ai l'impression qu'ils sont pas hyper renseignés. Du coup, il y a cet article qui existe, mais on va pas le lire parce que il a pas l'air très renseigné, là où celui-ci a l'air beaucoup plus renseigné, justement. La Convention n'avait pas dit comme critère de sélection le handicap et la maladie. Ah oui, c'est vrai, j'ai écouté Lisa Rojas dessus. Effectivement, il y a une convention qui a été... Une convention citoyenne qui, du coup, a exprimé son avis là-dessus. Mais le truc, c'est que dans les critères d'interrogation des personnes, voilà, il n'y avait pas... Enfin, dans les critères, en tout cas, pour participer à cette convention, il n'y avait pas le handicap. C'est-à-dire qu'on ne sait pas quelle proportion de personnes atteintes de handicap, atteintes de maladies chroniques, de maladies incurables, ont pu donner leur avis par rapport à cette loi. Alors que c'est un facteur essentiel. Ça, c'est bien celui que tu m'avais donné, hein. Ah non, c'est pas celui-là. Pardon, je me suis trompée d'article. Ça, c'est l'article qui fait le plus le tour du sujet. Ok, merci beaucoup. Et ben, on va en parler. Donc, l'article, je vais y arriver, de Révolution permanente. Validisme, loi sur la fin de vie. Derrière le souci de la mort digne, une nouvelle attaque validiste. Le débat sur la loi fin de vie s'est ouvert le lundi 12 mai à l'Assemblée nationale. Derrière le paternalisme des parlementaires et le discours sur la mort digne, le texte de loi qui ignore volontairement les inégalités sociales et qui pourrait conduire des patients à demander la mort, non pour échapper à la maladie, mais à la pauvreté. Il y a plus d'un an, Macron annonçait le projet de loi sur la fin de vie dont l'examen fut ensuite interrompu à la suite de la dissolution de l'Assemblée en juin dernier. Le 9 avril, Bayrou a proposé de scinder le texte en deux parties, une partie consacrée aux soins palliatifs et une seconde sur les critères encadrant l'aide à mourir. Depuis le 12 mai, le débat sur les deux lois est en cours à l'Assemblée. Oui d'accord, voilà, c'est depuis le 12 mai que c'est en cours, ok. Et les votes sont prévus à la fin du mois, donc le 27. Comme lors du premier examen l'an dernier, la loi suscite un débat intense. Dans l'Assemblée, comme au sein de la population, Macron affirme qu'il est temps de regarder la mort en face et de permettre de mourir dignement. Il y a beaucoup de choses à dire sur le fait que Macron dise ça. Mais alors qu'il brandit le discours humaniste, l'État et le gouvernement masquent les conditions de vie indignes qu'ils imposent aux personnes malades, handicapées et âgées. Bien que la proposition de loi soit soutenue par la quasi-totalité de la gauche de l'hémicycle, tous les collectifs de personnes handicapées et malades ne cessent d'alerter sur les dérives de cette loi. Un cadre rigoureux n'empêchera pas l'extension de la loi. L'exemple des autres pays doit nous alerter. Depuis plus d'une semaine, les députés débattent des deux propositions de loi, l'une relative à l'accompagnement en soins palliatifs, l'autre concernant la fin de vie. Plus précisément, cette dernière vise à légaliser le suicide assisté et l'euthanasie. Dans le cadre du suicide assisté, la personne effectue elle-même le geste létal, tandis que l'euthanasie implique qu'un tiers réalise ce geste. Les personnes éligibles à cette aide, entre guillemets, devront satisfaire plusieurs critères. Être majeur, avoir la nationalité française ou être résident en France de façon stable et régulière. Être apte à manifester leur volonté de façon libre et éclairée. Être atteint d'une maladie grave et incurable qui engage le pronostic vital en phase avancée ou terminale ou victime de souffrances réfractaires au traitement, qu'on ne peut pas soulager donc, ou juger insupportable. À ce jour, la loi, alors c'est Cléis Leonetti, permet déjà de limiter l'acharnement thérapeutique. Elle autorise la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme. Aujourd'hui, cette loi est jugée insuffisante par les défenseurs de la loi fin de vie, car elle ne répondrait pas pleinement aux attentes des malades et ne permettrait pas une mort digne. Donc on peut avoir cette loi sans pronostic vital engagé, si les souffrances sont jugées insoutenables. Allez juger ça, c'est clair. La nouvelle loi proposerait ainsi d'élargir le champ d'application de la loi. Des patients dont le pronostic vital n'est pas forcément engagé à court terme pourraient avoir la possibilité de recourir au suicide assisté ou à l'euthanasie s'ils ne peuvent pas effectuer le geste eux-mêmes. On élargit beaucoup le spectre d'un coup. Les défenseurs de cette loi garantissent qu'un encadrement strict suffira à prévenir toute dérive. Oui, parce qu'en plus, l'encadrement de la médecine, voilà, il n'y a pas de dérive déjà en médecine en général. Dans à peu près tous les domaines de la médecine d'ailleurs. Cependant, certains points soulèvent les inquiétudes, notamment le rejet en commission d'un certain nombre d'amendements, qui visaient à exclure du périmètre de la loi les personnes atteintes d'une déficience intellectuelle dans un état de faiblesse ou de vulnérabilité psychologique susceptible d'altérer le jugement, ou encore lorsque le médecin a un doute sur le caractère libre et éclairé de l'expression du patient, lui permettant de saisir un psychiatre.
Alors, c'est quoi qui a été rejeté? C'est les amendements qui excluaient ça? Ou c'est ça? J'avoue que là, j'ai du mal avec le rejet qui exclut... Enfin, le rejet qui vise à exclure. Si je comprends bien, il y a eu le rejet en commission des amendements qui ont pour but d'exclure de la loi ces personnes-là, c'est ça? En fait, le but, c'est d'inclure dans la loi les personnes atteintes de déficience intellectuelle ou dans un état de faiblesse psychologique. On peut établir que le consentement est éclairé si la personne est influencée par son environnement. Bah oui, complètement. Bah notamment les personnes précaires. Quand tu n'as pas le droit, quand tu n'as pas accès aux soins parce que tu es trop précaire, parce que tu vis loin des médecins, parce que les médecins n'ont jamais de place pour toi, parce que tu es en errance médicale, comme beaucoup de gens, hein. Le nombre de personnes qui ont mis des années et des années et des années avant d'être diagnostiquées simplement parce que les rendez-vous, c'est des mois, voire des années d'attente. Et ben ouais, je te dis, bon bah, il me reste quoi comme solution? Le consentement éclairé est très critiquable, orienté par notre capacité à avoir des soins. Ben bien sûr, par nos moyens, par nos possibilités, par ce que nous disent les médecins, à fond. Enfin, honnêtement, encore une fois, toutes les personnes qui sont dans des situations où ils ont des maladies chroniques, des handicaps, etc., sont très souvent, voire tout le temps, face à des médecins qui ne les prennent pas au sérieux, qui n'en ont rien à foutre, qui du coup leur refusent des soins, etc., etc. En plus de toutes les remarques très condescendantes qu'ils et elles peuvent se prendre durant tout. Quand tu es souffrant dans le sens maladie longue et dans un état compliqué, je pense, des tétraplégiques, certainement à l'étage 24, t'es obligé d'avoir une équipe médicale qui les torche et tout. Clairement, n'ont plus de vie. En fait, j'ai des personnes qui ont des très lourds handicaps, qui sont effectivement pas autonomes et tout ça, qui doivent avoir les parents ou autres, qui doivent les aider. Effectivement, c'est assez lourd, effectivement, c'est compliqué. Mais en fait, ces personnes-là ne veulent pas mourir, non. En fait, qui vous êtes pour dire c'est mieux de mourir à ces gens-là? Non, non. Vraiment, je pense qu'il faut vraiment que vous dézoomiez un petit peu de votre statut de personne non handi, de valide, et que vous parliez un petit peu avec des personnes qui ont des handicaps. Ce serait bien. Bien sûr, Manondra, mais moi aussi j'ai cette expérience-là, et j'étais comme toi avant. Sauf qu'en parlant avec des personnes handi, d'une, il faut savoir que les personnes dans une phase, littéralement de phase terminale, avec aucun espoir de rémission, et qui souffrent, il y a déjà, en fait, une loi qui prévoit tout simplement le fait de les sédater pour qu'ils puissent s'endormir jusqu'au décès. Il y a déjà une loi pour ça. Donc peut-être à l'époque de ta grand-mère, elle avait pas cette loi, peut-être que les soignants n'ont pas voulu l'appliquer, mais dans ce cas-là, ça prouve que les soignants ne sont pas objectifs ou ne connaissent pas forcément tout ce qu'ils peuvent faire. Mais sache que dans les hôpitaux, déjà, cette loi est appliquée tous les jours, tout le temps. Vraiment, vraiment, vraiment. L'histoire de la meuf atteinte d'endométriose de mon âge qui a été acceptée en Suisse pour l'aide à mourir et qui est morte. Oh, mais tu sais que j'y ai pensé, hein. J'y ai pensé aux personnes atteintes d'endo. Surtout les fois où toi tu nous racontes, hein, parce que si vous voulez, voilà, n'hésitez pas à vous intéresser, à aller follow Jules et à vous intéresser à son livre « Je suis cette femme sur 10 » qui parle d'endométriose, de sa maladie du coup, et elle nous parle souvent en live de ses différentes souffrances qu'elle a, des stades qu'elle a eu dans sa vie où c'était horrible et tout. Ouais, avec une loi comme ça, super, on lui aurait dit pareil. On aurait dit pareil à Jules. À 30 ans, on lui aurait dit, ou à 25 ans, on lui aurait dit écoute, on n'a pas de solution pour toi, vas-y. Par contre, il y a le suicide assisté. Ne vous mettez pas à la place des handis. Ouais, c'est ça. C'est une erreur qu'on fait beaucoup quand on connaît justement très peu d'handis dans son entourage. Et quand on discute avec des handis capés et des personnes qui ont des maladies graves, etc., chroniques, ne vous mettez pas à leur place. Demandez-leur, en fait, littéralement. Demandez aux personnes handis avant de parler pour elles et pour eux. Tiens, un pote, il soulève aussi un truc, la vision d'être un poids pour les autres, souvent moteur d'une décision, les pires pour les patients, c'est ça. Des personnes qui voudraient peut-être se tuer pour pas être un poids pour la société ou pour leur famille. Commencez à écouter les militants, on dit, exact. Alors que je dis ça, moi j'étais, effectivement, voilà, je pense en 2022, j'imagine, on est en 2025, oui, j'étais plutôt pour la loi, effectivement. Guillaume à lui seul devrait vous prouver qu'on peut être handi lourd et avoir une super vie que beaucoup envieraient, mais complètement. En fait, si on arrive à trouver des solutions pour une personne qui a une maladie lourde, et du coup cette maladie, elle devient un peu plus vivable pour cette personne et elle peut avoir une vie. Plutôt que de se dire, non, vaut mieux que cette personne meure. Vraiment. Je pense qu'il faut un petit peu voir le problème autrement. Et un petit peu voir à quel point ça peut aller loin de réfléchir comme ça. De façon plus pragmatique, cette loi va permettre d'éviter les recherches sur certaines pathos. Peut-être aussi, oui. Car les labos ou les chercheurs vont se dire, c'est bon, maintenant on n'a plus besoin de chercher ou investir. Il y a la loi euthanasie. Possible. Mais c'est ça, nous on connaît que la forme. Comme dit Enoriel, tu vois, je sais pas, moi en tant que personne valide qui n'est pas forcément d'expérience et tout ça, j'entends une loi fin de vie, je me dis, ah ouais, c'est bien, moi aussi j'ai pas envie de souffrir si j'ai le choix, machin.
Et en fait, quand on voit la loi, quand on voit ce qui se passe, quand on écoute les personnes en dit, on se rend compte. Mais encore une fois, il faut dézoomer de son point de vue perso. J'ai tellement souffert que justement, une période, j'étais terrifiée de ne pas pouvoir mourir. Dans un genre de société où on est, on comprend que c'est totalement injuste. Bah oui, parce que ce serait bien plus simple de nous faire crever. Bah ouais, c'est ça, que de nous soigner. Et très honnêtement, on peut pas s'empêcher de dire que des médecins orienteront vers cette solution, évidemment. C'est aussi pour ça que la gauche en fait son cheval de bataille, ça lui permet d'avoir une victoire facile pour tout le monde. Oui, c'est ça, parce que tout le monde est à peu près d'accord. Mais du coup, ils écoutent pas les personnes en dit. Quand on voit comment une personne en pleine conscience peut être manipulée, mais grave. J'imagine bien des gens pousser mamie vers cette option, mais de fou, mais tellement... On peut imaginer tellement de dérives. Parce que bah, cette loi, oui, c'est pour permettre à des gens dont le pronostic vital n'est pas engagé, de quand même accéder à ça, à cette solution. Non mais Rémi, le serment d'Hippocrate, c'est adorable. Hein. Écoute les témoignages de toutes les personnes qui ont dû voir des médecins durant toute leur vie à cause de leur handicap, de leur maladie. C'est bon quoi. Comment faire la différence entre un bon médecin quand on n'a pas les connaissances nécessaires? Bah tu peux pas, tu vas... À force, c'est l'expérience qui va faire que. Des fois t'as un mauvais feeling et tu vas pouvoir changer, des fois t'as pas le choix parce que t'as pas de médecin, parce que déserts médicaux. Donc tu vas aller voir le seul spécialiste pour toi. Mais tu peux demander à toutes les personnes du chat qui ont souvent eu affaire à des médecins. Ils et elles ont subi des trucs de ouf, ont entendu des phrases de ouf de la part de médecins chevronnés. Et bah parfois tu peux changer, parfois pas. Et parfois tu subis même les pires sévices par ces mêmes médecins. Tu peux savoir à force quand tu as un peu d'expérience. Mais au début, en général, tu écoutes aveuglément. Voilà, comme dit Jules, elle s'est faite violer par un médecin par exemple. Qui exerce toujours. Et qui a violé plein de femmes. Voilà. Donc voilà, PTDR le serment, c'est trop bien si des médecins le respectent à fond, voire plus. Il y a des médecins géniaux, des médecins fantastiques, heureusement. Mais malheureusement, bah, faut pas du tout penser que c'est tous les médecins, loin de là. Et faut pas du tout se dire, les médecins sauront gérer cette situation, on peut faire confiance aux médecins. Les médecins savent très bien qu'on leur fait une confiance aveugle déjà. Il y en a qui hésitent absolument pas à en abuser. J'ai littéralement un médecin qui a menacé de me retirer toutes mes aides de mon fauteuil parce qu'il estimait que mes problèmes étaient psy. Maintenant, j'ai un diag qui prouve l'inverse. Voilà. Ouais, des médecins, ils peuvent pas vous piffer aussi, hein. Il y a des médecins racistes aussi, des médecins sexistes aussi, LGBT-phobes. Et du coup, bah, si vous êtes dans une case comme ça qui ne leur plaît pas, ils peuvent aussi très bien vous le faire savoir. Et enfin, bref, voilà, c'est des humains, quoi, hein. Et avec tout ce qu'il peut y avoir de plus horrible chez les humains. Et même les médecins qui peuvent... Oui, c'est ça, qui veulent aider, parfois, ça peut être... ça peut mal se passer, ouais, bien sûr. Des médecins qui malheureusement n'ont pas les connaissances pour vos maladies et du coup vont être persuadés que c'est autre chose et vont aller là-dedans en étant sûrs et tout ça alors que c'est pas du tout ça. En tout cas, lui permettant de saisir un psychiatre. Donc ça a été rejeté, c'est un tout de ouf. En février dernier, Révolution Permanente avait... c'est bon, ça j'ai pas lu encore. La politique actuelle FR, c'est d'enfermer les handis dans des centres privés. Ah oui. Oui, effectivement. L'ONU préconise plutôt l'inclusion dans la société. C'est ça la désinstitutionnalisation. D'accord. Le mot est très important sur le sujet. Ok. Allez, on continue l'article. Du coup, c'est l'article de Révolution Permanente qui parle des dangers de cette loi, la loi fin de vie. En février dernier, Révolution Permanente avait donné la parole à Elisa Rojas, dont on a vu un short que je peux relinker si vous voulez. Militante anti-validiste qui exprimait la logique validiste et l'eugénisme qui se cache derrière cette loi. Elle prenait parmi de nombreux exemples la législation canadienne, c'est vrai que c'est un exemple souvent pris, sur l'aide à mourir datant de 2016, rappelant qu'il n'a fallu que 5 ans pour que l'assistance au suicide initialement réservée aux malades dont la mort est raisonnablement prévisible soit élargie aux personnes souffrant d'une maladie, d'une affection ou d'un handicap grave. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'ils se disent « Oh, finalement, c'est passé, donc vas-y, ouvrons la fenêtre d'Overton ». Un an avant cet élargissement du périmètre de l'aide médicale à mourir, un rapport parlementaire estimait qu'une telle extension entraînerait des économies de 140 millions de dollars canadiens, témoignant ainsi l'objectif économique effroyable qui se cachait derrière la législation. Complètement. Vu comment notre hôpital évolue aussi, évidemment que des médecins vont préférer cette solution. Bah ouais, là, soigner des patients ou essayer de rendre la vie de patients plus facile, plus vivable quand t'es en des handicaps, etc. Effectivement, c'est un coût. Alors que si la personne meurt, bah, c'est une économie. Et gagner 100 fois plus quand tu peux tuer des pauvres, en fait. Ah ouais, les pauvres, ils rapportent pas. Ouais, malade et pauvre, voilà, c'est ça. C'est ça. Quand t'es pauvre, faut que tu puisses bosser. Si tu peux pas bosser, là, tu coûtes de la thune. Du coup, on en était. Un an avant cet élargissement du périmètre de l'aide médicale à mourir, un rapport parlementaire estimait qu'une telle extension entraînait des économies du coût de 149 millions de dollars canadiens,
témoignant de l'objectif économique effroyable qui se cachait derrière la législation. En outre, les termes employés dans le nouveau texte de loi sont flous et permettent in fine de remplacer l'accès au système public par la mort pour les patients les plus coûteux. Waouh. Left Voice, organisation sœur de Révolution Permanente aux États-Unis, a publié des témoignages accablants qui montrent que les changements apportés par cette loi ont conduit des patients à demander la mort non pour échapper à la maladie mais à la pauvreté. Plutôt que d'accroître la liberté et la dignité des patients, l'aide médicale à mourir a exposé les profondes failles au sein de l'infrastructure sociale canadienne. Le système en place pour les patients vulnérables est tellement inaccessible et sous-financé que la mort devient le choix préférable, le plus facile. En fait, ça devient surtout le choix facile d'accès. Parce que ça, tu peux, j'imagine, le demander dans n'importe quel hôpital. Approximativement 100 millions d'euros. Bah franchement, quand on voit que la France a investi 100 milliards dans un parc à IA, je me dis qu'une économie de 100 millions, c'est pas énorme par rapport aux économies que tu pourrais avoir ailleurs en fait. Ou aux thunes que tu pourrais trouver ailleurs, en taxant les riches par exemple. Par exemple. Tu préfères finir tout de suite ou laisser une dette abyssale à tes enfants? Oui, il y a ça aussi en plus. Je sais pas comment c'est au Canada, mais si c'est un petit peu comme les US, les femmes sont endettées à vie quand elles... Enfin, ou très longtemps, quand elles accouchent. Donc je me dis, c'est ça, si t'as des enfants et tout, vraiment, tu peux choisir une mort juste pour éviter à tes enfants d'avoir à subir ta dette. Enfin, c'est un truc de fou. En 2001, les Pays-Bas ont voté une loi similaire, bien avant les autres pays, ce qui nous permet de juger de ses conséquences avec presque 25 ans de recul. Theo Boer, je vais le dire comme ça, désolé. Professeur d'éthique de la santé aux Pays-Bas, a récemment déclaré dans une tribune du journal Le Monde: on peut noter que le nombre d'euthanasies ne cesse d'augmenter, en hausse de 10%. Depuis quand? Depuis le... Bon, je sais pas. Et qu'une tendance structurelle s'installe, faisant de l'euthanasie une fin de vie parmi d'autres. Il précise que ce n'est plus seulement une demande individuelle, mais une attente sociale, liée à la peur de la perte de la dignité ou de la dépendance, ce qui entraîne une augmentation de 59% des demandes de fin de vie. Mais j'aimerais bien savoir par rapport à quand? Depuis 25 ans? Oui, c'est ça après. C'est qu'il va devenir socialement acceptable de choisir ça. Et tu pourrais être mal vu par la société si tu oses ne pas choisir cette solution et que tu préfères essayer d'être soigné ou au moins d'avoir une vie. Alors que la société te dit attends, quand même, vas-y. Tu sais, normalement, nous, dans notre société, on fait comme ça maintenant. Face à cette situation, le gouvernement néerlandais ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là et souhaite encore élargir la loi en accordant le suicide assisté à toute personne de plus de 74 ans, même en l'absence de pathologie grave. Donc là, c'est vraiment juste les vieux. Quand vous avez l'âge, on peut vous tuer, quoi. Sachant que dans ces pays-là, on est à la retraite assez tard. Hein. Je sais plus quel pays du Nordique a atteint la retraite à 70 ans. Je sais plus. Un pays nordique, en tout cas. Donc attendez, on va voir date de départ à la retraite aux Pays-Bas, histoire qu'on se rende compte quand même, à 67 ans. Donc c'est bien, ça va, c'est pas mal. Un petit 7 ans quoi, avant qu'on te dise bon allez papy, c'est là, tu commences à être un peu à poids pour la société, t'as profité de 7 belles années de retraite. C'est effrayant. C'est effrayant. Je crois que j'ai vu passer une discussion en France sur le fait de proposer ça à toute personne âgée. Ils sont au courant qu'au Sénat, ils sont en première ligne. Bah non, parce que les personnes aisées auront accès aux soins. C'est ça le truc. Là, on parle de personnes âgées qui seront seules, qui auront des problèmes de santé comme toute personne âgée. Pour qui la maison de retraite, ça coûte, vous savez. Du coup, on les envoie où? Hein? Bah voilà. Voilà où on peut les envoyer. C'est pour ça que les personnes aisées n'en ont rien à foutre de cette loi. Ils savent très bien qu'eux seront soignés. Ah ouais? Le site Gouv me disait 71 avant la réforme. Un paragraphe entier sur l'argumentation des demandes. En un an, l'augmentation des demandes. Oui, merci. Aux Pays-Bas, du coup, on est d'accord, Monidi. L'augmentation des demandes. En un an, le nombre de ces morts planifiées en tandem a bondi de 64% pour atteindre 108 décès en 2024. En un an, d'une année sur l'autre, ça a augmenté de 64%. Surtout les euthanasies pour troubles psychiatriques ont progressé de 59%. Touchant des personnes parfois très jeunes. Des patients physiquement en bonne santé mais plongés dans des souffrances mentales que la médecine peine à soulager, demandent désormais à mourir et obtiennent gain de cause. Voilà. Ça va finir par un groupement de travail, 15 heures d'activité, sinon euthanasie. Non, mais ça fait hyper flipper, hein. Il y a déjà des dérives de ouf, en fait, qui sont sous nos yeux, dans les pays européens. Du coup, on disait, face à cette situation, le gouvernement néerlandais ne compte d'ailleurs pas s'arrêter là et souhaite encore élargir la loi
en accordant le suicide assisté à toute personne de plus de 74 ou 74 ans. Même en l'absence de pathologie grave, Théo Bauer, dans la même tribune, poursuit « J'ai cru à l'époque qu'un cadre rigoureux pouvait prévenir les dérives. Et j'en suis plus si sûre. Ce que je constate, c'est que chaque ouverture du champ de l'euthanasie crée de nouvelles attentes, de nouvelles demandes, de nouvelles normalités. La logique interne du système pousse toujours à élargir. Le professeur interpelle les Français en disant qu'appliquer la loi est un pari risqué qui modifie notre rapport à la vulnérabilité, à la vieillesse, à l'indépendance, et introduit l'idée que certaines vies, dans certaines conditions, ne valent plus la peine d'être vécues ni même d'être soignées. » Ouais, c'est ça. Ouais, Poc, t'as raison. Plus je vous lis, plus je réfléchis, plus j'écoute Lox dans les échanges, je constate que cette loi va servir aussi à pousser les gens du côté utilitariste. Et se dire, je sers plus dans la société, donc donc euthanasie, c'est ça. La gauche, la vraie, supporte aussi les meilleurs services sociaux. Donc du meilleur support pour les gens avec plus de problèmes. Donc logiquement, moins de gens en situation tellement merdique qu'ils veulent mourir. Ouais, non mais la gauche, elle peut pas nous sortir du capitalisme en 2 jours. Vraiment, faut pas rêver. C'est pas une solution du tout dans notre société, ni dans 10 ans, ni dans 20 ans. Et de toute façon, ça reste une fenêtre d'Overton. Il n'y a pas de on est pour, oui, on est pour un monde idéal, on l'est tous. Mais c'est super mignon. Mais vraiment, le capitalisme est là en fait. Il nous a... on a beau être contre, il est quand même là. Et il y aura beaucoup de dérives. Le problème, c'est surtout qu'LFI n'écoute pas beaucoup les personnes en dit. Parce que personne les écoute beaucoup en fait. Et parce que, comme on a dit, c'est pas un puits électoral très intéressant. Et du coup, ils se disent non, mais c'est bien, c'est pour arrêter les souffrances, et c'est tout. Bon, débat parlementaire entre paternalisme, faux progressisme et caste sociale. Depuis quelques temps, on assiste à une accélération des réformes austéritaires en France. Elles frappent de plein fouet différents secteurs, bah tiens, j'en parlais juste avant, notamment les services publics, la santé, la sécurité sociale. D'un point de vue économique, les soins de fin de vie coûtent très cher et ne rapportent pas. Les dépenses publiques de l'État liées à la santé de la dernière année de vie d'une personne s'élèvent en 2025 à environ 35 000 € par personne, pour un total de 20 milliards d'euros par an. Cela équivaut à 10% de dépenses publiques en soins. On commence à voir où ça mène, effectivement. L'économiste Frédéric Bizarre, spécialiste des questions de protection sociale et de santé, avertit dans The Conversation que les inégalités sociales en fin de vie vont exploser. Il explique que ces inégalités sociales de santé impliquent que les classes populaires et moyennes auront potentiellement recours à l'aide à mourir plutôt que les personnes aisées, évidemment, comme on l'a dit juste avant, sans même prendre en compte l'impact possible de la souffrance sociale dans une telle décision. Dans un système capitaliste et néolibéral, dans lequel l'individu n'est plus qu'une source de profit et la population de plus en plus malade, il est difficile de ne pas voir les dérives que permettrait la loi fin de vie, comme en attestent de nombreux bilans et témoignages. Malgré ces dangers clairs, la gauche institutionnelle défend activement la loi sans engager un véritable débat sur les conditions de vie indignes des personnes handicapées et malades. Voilà, ça c'est un problème en fait. Parmi les députés PS, la moitié s'était opposée à scinder le texte de loi en 2 parties consacrées respectivement aux soins palliatifs et à l'aide à mourir afin de ne pas affaiblir cette dernière. Ah d'accord, c'est carrément pour ça. Je comprends pas le lien entre la mort assistée et les personnes handicapées. Ah, on en parle depuis un petit moment, mais justement, le texte est là. Qu'une mesure que la personne choisit, non? D'accord. Bah, imagine t'es handi, t'es dépendant des gens. Tu n'as pas d'aide, forcément, parce que bah ça se chope pas comme ça. Tu mets du temps à diagnostiquer, parce que pareil... Il y a des gens qui ont mis 15 ans à être diagnostiqués de leur maladie. Et t'as pas des masses les moyens de te soigner. Si un médecin te dit mais il existe cette solution, tu vas faire quoi? Sachant que tu as mal tous les jours. Malgré ces dangers clairs, la gauche institutionnelle défend activement la loi sans engager un véritable débat sur les conditions de vie indignes des personnes handicapées et malades. Parmi les députés PS, la moitié s'était opposée à scinder... Ah bah oui, ce qu'on disait. Le texte de loi en 2 parties consacrées respectivement aux soins palliatifs et à l'aide à mourir afin de ne pas affaiblir cette dernière, parce que le but c'est de le voter. Pour mémoire, ce parti a été, à l'instar de la droite, l'un des artisans de la casse de l'hôpital public, notamment au travers de l'adoption consécutive de plusieurs lois. Après ce parti, quand tu dis... Ah oui, PS, oui d'accord. Oui, PS, oui, en même temps. L'un des artisans de la casse de l'hôpital public, notamment au travers de l'adoption consécutive de plusieurs lois de financement de la sécurité sociale austéritaire ou encore de la poursuite de la mise en œuvre de la tarification à l'acte des soins hospitaliers. Bah attends, c'est le PS qui a voté ça? Ou c'était quand c'était l'autre flambier au pouvoir là? Le PS porte ainsi une lourde responsabilité dans la privatisation progressive de la santé et dans l'affaiblissement du soutien aux personnes malades et handicapées. Quand on dit que le PS c'est des traîtres... Ouais, j'ai envie de changer mon logo en guillotine, ouais. Je sais pas pourquoi là, tout d'un coup. J'étais convaincue que c'était un truc qui met tout le monde d'accord. Je suis en train de changer d'avis. Enfin, j'ai changé d'avis. Ouais, mais vraiment, t'es pas du tout la seule personne. Comme on dit, quand on est valide, on a tendance à avoir un avis. Et moi, je l'avais aussi.
ayant vu la mort en plus de proches de ma famille et tout ça, très proches et tout, forcément tu te dis je veux pas que des personnes vivent ça. Mais en réalité, bah déjà ces personnes-là, pour beaucoup voulaient vivre le plus possible. Et c'est oublier en plus beaucoup de choses et c'est pas se mettre à la place des personnes handies. Ah ouais, j'aimerais bien les années aussi, je suis assez d'accord. Bah voilà, on va parler d'LFI, parce qu'on parle du PS, mais on va parler d'LFI, et franchement, en vrai, ils sont pas beaucoup mieux sur le sujet du peu que je sais. La France insoumise semble également négliger l'influence des inégalités, criant haut et fort que chacun a le droit de mourir dans la dignité, tout en oubliant que le droit à vivre dignement est de plus en plus bafoué, complètement. Le parti aligne son argumentation sur celle de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité, l'ADMD, un organisme qui représente 75 000 membres, mais aucun militant antivalidiste. Son président, Jonathan Denis, n'hésite pas à déclarer son ambition d'étendre la loi aux personnes dont le pronostic vital n'est pas engagé. Il affirmait ainsi sur le plateau du Quotidien : « Si les parlementaires votent le projet de loi tel qu'il est aujourd'hui, il ne répondra pas à la demande car le texte est trop restrictif. » Pourtant, il ne faut pas perdre de vue les conditions économiques sous le capitalisme ne permettent trop souvent qu'une liberté factice, complètement. Et puis, on peut parler vraiment des problèmes aussi. On est typiquement dans une époque où on a de plus en plus d'enfants en dépression, d'adolescents, d'enfants et de très jeunes en dépression forte, qui sont des fois qui vont en hôpital psy pour ça. Ça me fait super peur en fait de me dire à quel point tu peux étendre ces lois-là. Enfin, je sais pas, je me dis comment tu peux ne pas vouloir protéger ces personnes. C'était Raffarin en 2004. Ok, merci Lobzu. Rappelons que quelques jours avant la proposition de loi, le PS refusait de censurer Bayrou. Bah bien sûr, ça je m'en rappelle bien. Et soutenait le budget austéritaire qui prévoit notamment la réduction de la prise en charge de la sécurité sociale. Complètement. Non mais le PS a trahi d'une manière incroyable. Pour rien du tout. Pour absolument aucune garantie. Ils ont vraiment vendu leur cul pour 3 balles et un ut. L'absence d'une analyse matérialiste de la part de la gauche institutionnelle ouvre un boulevard à la droite et à l'extrême droite pour s'opposer de manière hypocrite au droit de mettre fin à sa vie au nom de leur idéologie conservatrice, se présentant hypocritement comme garant de la défense de la vie. Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur ultra-réactionnaire et président fraîchement élu des Républicains, affirmait ainsi sur LCI que les textes de loi sur la fin de vie est tellement permissif que demain, ce que je crois, c'est qu'il soit beaucoup plus facile de demander la mort que d'avoir des soins. Retailleau arrive à être basé là, arrive à dire un truc vrai là-dessus, quoi. Même son de cloche, c'est Marion Maréchal qui définit cette loi comme l'euthanasie des pauvres. Et ouais, en plus, quoi. C'est que du coup, ils vont essayer d'avoir ce côté-là. Même si, ils en ont rien à foutre, hein. Faut pas se leurrer, on sait très bien qu'ils en ont rien à foutre. Il y a qu'eux qui sont contre sur les plateaux télé. Donc vous vous rendez compte, les personnes handies sont représentées par l'extrême droite, actuellement. Enfin, représentées. Les seuls qui parlent un petit peu d'une manière pas horrible, c'est l'extrême droite. Sur ce sujet. C'est fou quand même. Les conditions de vie des personnes handicapées, malades et âgées ne cessent de se dégrader. Aujourd'hui, parmi les personnes handicapées, 26% vivent sous le seuil de pauvreté. Plus d'une sur deux rencontre des difficultés d'accès au logement. Des milliers d'enfants ne sont pas scolarisés et le taux de chômage est pratiquement 2 fois plus élevé que celui des personnes valides. Il est clair que les conditions de vie des personnes handicapées sont précaires et que leurs droits sont bafoués. Les conditions ne sont en aucun cas dues à leur déficience, mais bien aux politiques et à un système profondément validiste qui valorise uniquement les corps et les esprits productifs dits valides et qui organise la précarité des personnes malades, âgées et handicapées. Les fausses promesses de l'État comme la loi handicap de 2005, qui a été fortement critiquée pour son 20e anniversaire, n'ont jamais permis d'apporter de solution à cette situation. Dans un système capitaliste profondément validiste, les personnes handicapées, malades et âgées sont pour beaucoup plongées dans la précarité et contraintes de vivre une vie indigne dont l'État est pleinement responsable. Nous ne pouvons que craindre que cette loi pousse justement celles et ceux qui souffrent le plus à envisager de mettre fin à leur jour. Loi 2005 qui garantissait l'accessibilité au métro parisien. Nickel! J'en connais pas un seul qui est accessible aux personnes handies. Des fois il y a des ascenseurs, des fois ils sont en panne aussi. Ouais, c'est ça. Marion Maréchal qui est en mode c'est pas LFI qui défendra les pauvres qui vont clamser demain à cause de leur loi. Mais nous, on pense à vous. En outre, il est impossible de ne pas parler du validisme médical qui façonne en profondeur notre système de soins. En effet, la majorité du corps médical se donne pour mission de faire correspondre au mieux les corps jugés déviants à la norme. Toute vie qui ne s'y conformerait pas doit être guérie ou mérite moins que les autres de vivre. Comme cela a été mis en lumière par la pandémie Covid, de la gestion catastrophique du début, au silence que la classe politique entretient. Merci Peus. Entretient sur les conséquences actuelles. Les personnes vulnérables sont rapidement devenues les victimes acceptables du laisser-faire pandémique. Organisons une vie digne pour toutes et tous.
En tant qu'organisation communiste révolutionnaire, nous ne nous opposons pas par principe au droit de mettre fin à sa vie. En revanche, nous jugeons que cette proposition de loi représente un danger évident pour les personnes handicapées, malades et âgées de notre classe. Dans le cadre d'un système capitaliste profondément validiste et dans une période de crise profonde et d'offensive austéritaire brutale, il est illusoire de prétendre que les dérives que permettrait la loi pourraient être évitées. Pour garantir le droit à mettre fin à sa vie, les moyens massifs, humains et matériels devraient d'abord être déployés pour développer les soins palliatifs, mais aussi pour repenser le soin hors des logiques de rentabilité. Ouais, bah ça, c'est pas gagné, hein. Un développement des services de santé qui devrait être financé en prenant massivement sur les profits du patronat. L'autonomie des personnes handicapées, malades et âgées doit devenir une réalité pour permettre une vie sans privation de liberté. Nous devons garantir que chaque personne puisse jouir d'une liberté, d'une véritable liberté et vivre dans la dignité, libre des pressions matérielles, économiques et idéologiques que nous impose la bourgeoisie. Défendre l'autonomie face à l'oppression conservatrice est essentiel. La victoire ne pourrait être obtenue qu'à travers une lutte commune. Il est urgent d'organiser un front commun entre les travailleurs et travailleuses de tous les secteurs, les personnes handicapées et malades, afin de combattre les structures sociales et économiques qui nous privent de nos droits et nous soumettent à des conditions matérielles inégalitaires. Alors que le gouvernement alloue un budget colossal au réarmement et à la militarisation, au détriment de l'éducation, de la santé ou du service public, la défense de l'autonomie et l'ouverture des soins pour toutes et tous doit s'inscrire dans une lutte pour un changement radical de nos structures sociales et économiques. C'est bien écrit. Bien sûr, c'est un article engagé, évidemment. Et si vous voulez le lien, je vous le donne. Révolution permanente. La preuve ultime que beaucoup valident sont OK avec l'eugénisme, oui. Beaucoup. En fait, on est même un peu éduqué à se dire qu'il y a des vies qui méritent moins d'être vécues que d'autres. Même moi, hein, même tout le monde. Hein. On va partir du principe que on sait ce qui est mieux pour les autres quand ces personnes sont pas indépendantes, quand ces personnes souffrent, quand ces personnes sont malades. Parce qu'on se dit forcément, bah, c'est ce que je voudrais. Bah non. Beaucoup de gens même qui souffrent, qui sont très malades, veulent vivre. Juste, ils veulent qu'on les soigne. Ou qu'on essaye. Pensez, les gens qui ont ça devraient avoir le choix de choisir cela. Les gens qui ont quoi? Des handicaps? Devraient avoir le droit de choisir la mort? Tu te poses la question, toi? Si on te donne le choix de choisir la mort? Dans les personnes qui souffrent, il y a aussi beaucoup de souffrance psy. Hein. Pas que physique. Oui, Moniji, justement, est handi. Là, elle vous donne tout ça, alors qu'elle souffre de ouf actuellement. Et qu'elle a très peur d'une loi comme ça. Parce qu'elle a très peur qu'à un moment, on lui propose que ça. Alors qu'elle a envie de vivre, en fait. Du coup, voilà, l'article était très important. Il y a le thread fin de vie. Alors, thread de Elena Chamorro. Fin de vie handicap, c'est la fin de vie parce que on nous veut mort. Fil à compléter au fur et à mesure qu'on s'enfonce. C'est parti. 1994, traumatisme crânien, abdominal, déficit du membre supérieur droit, pneumothorax droit avec contusion pulmonaire gauche. Paraplégie complète, sensitomotrice de niveau 2. Je sais pas ce que ça veut dire. Il aurait mieux valu qu'elle soit morte. Quelqu'un dit ça à ma mère. Oui, bah c'est exactement ce que la kiné qui venait à la maison pour mon conjoint a sorti quand elle parlait d'un de ses jeunes patients qui était paraplégique aussi. La kiné a dit qu'il faudrait mieux que quand il va à l'hôpital, il revienne pas parce que c'est pas une vie. 1987, Anne Ratier tue son fils par administration d'une surdose de neuroleptique. Cela provoque un coma. Au bout de 3 jours, son fils meurt. Elle écrit un livre en 2019 qu'elle intitule « J'ai offert la mort à mon fils, mort compassionnelle ». 1939, la politique d'extermination des personnes handicapées est préparée par une campagne de propagande en faveur de l'euthanasie des personnes dont la vie est considérée comme indigne d'être vécue. Bah mais bon, on leur laisse le choix. On parle de mort miséricordieuse. 2020, hôpital de Perpignan se prépare à trier les patients à sauver. Nous sommes les morts évitables, nous sommes les morts acceptables, écrivent-ils. 2020, MAS de, je sais pas comment le dire, Rispatch. 36 adultes handicapés physiques et mentaux atteints de Covid, le SAMU au directeur. Vous voulez garder, on vous aidera à mettre en place un accompagnement de fin de vie et une cellule psychologique pour le personnel. Ah, ils étaient atteints du Covid, donc ils ont même pas essayé de les soigner. 2021 Canada, élargissement de la loi fin de vie. Le GVT du Canada est déterminé à assurer que les lois rendent compte de l'évolution des besoins des Canadiens, qu'elles favorisent l'autonomie et la liberté de choix, qu'elles protègent les personnes vulnérables. Le gouvernement canadien, le GVT, je me suis dit c'est peut-être une association. Donc en 2021-2022, Canada, Amir Fassou, handicapé, perd son logement. Attente moyenne pour obtenir un logement social, 10 ans. Éligible à l'aide à mourir parce qu'handicapé, demande acceptée. Je ne veux pas mourir, mais je veux encore moins être sans abri. Mais il n'y a pas de dérive au Canada.
France 2024, Conseil national consultatif des personnes handicapées. Dans le débat sur les soins d'accompagnement, la mort, on a oublié les handicapés et surtout les enfants handicapés, surtout ceux qui ne peuvent pas s'exprimer. 2021, rapport sur l'euthanasie au Canada. Presque un Canadien sur 5 a précisé qu'il souffrait de solitude et d'isolement, et que cela constituait une des raisons pour lesquelles il voulait mourir. Plus d'un tiers se considérait comme un fardeau. Expert du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, le handicap n'est pas un fardeau ou un déficit de la personne. 2024, le Forum européen des personnes handicapées. Les obligations de l'État français et de ses services en matière d'accessibilité ont régressé dans tous les domaines. 2021, le comité de l'ONU recommande à la France de renforcer ses mesures visant à mettre en place une stratégie nationale de prévention du suicide chez les personnes handicapées. Réponse de la France. Faire en sorte que les personnes handicapées bénéficient d'un soutien pour vivre de manière autonome dans la société, qu'elles puissent prendre leurs propres décisions, porter leur vie. Réponse de la France, délit d'entrave à l'aide à mourir. Oui, il y a ça aussi, effectivement. Il y aura de délit d'entrave si une personne veut mourir et qu'une autre personne essaie de l'en dissuader. Là où dans n'importe quel autre cas, ce sera pas un délit d'entrave, c'est normal, il y a des campagnes de communication. Mais Keshi, en fait il faut que tu comprennes. Dans le chat, il y a beaucoup de gens qui ont souffert au point de vouloir mourir. En fait, ils sont tous contents de pas avoir eu cette proposition. Tous et toutes. Parce que justement, en fait, quand tu es dans un désespoir total, tu vas te réfugier là-dedans. Sauf que, quand tu tombes sur des solutions, tu te dis « Ah ouais, en fait, il y a une vie qui est possible. » Il y a une bonne partie de ma commu qui ont des maladies chroniques, qui ont des problèmes de handicap, qui ont des maladies incurables. Et ils ont tous été dans des phases comme ça. Avec cette loi, ils seraient tous morts. Voilà. C'est pas à ta place de dire à ces gens-là qu'ils ont pas le droit de mourir dignement. Donc toi, tu veux décider pour des personnes handies, tu veux leur dire tiens, tenez, vous pouvez mourir. C'est un peu pareil. Hein. Faut savoir que après, quand c'est accepté dans la société, ça devient normal de choisir de mourir plutôt que d'être un poids. Surtout quand t'es pauvre. L'accès à la fin de vie assistée. Oh mais on a déjà dit ça tout en début de live. Il suffit de faire un travail du côté des médecins pour que ce soit pas la première chose qu'ils offrent non plus. D'accord. Il va falloir vraiment que tout le chat répète toutes les choses horribles qu'on leur a dit, du style de toute façon on va pas s'acharner, de toute façon tu fais semblant, de toute façon il n'y a pas de solution pour toi. Il y a littéralement quelqu'un qui a témoigné un peu plus tôt qu'elle s'était fait violer par son médecin et que son médecin continue d'agir et pourtant il y a des dizaines de personnes qui l'a violée. Tu crois vraiment, en fait, de commencer à dire non mais les médecins ils vont bien faire leur taf, c'est oublier que les médecins sont humains, ils ont tous leurs biais de merde que les humains ont, notamment par la société actuelle. C'est pas là au début, j'y peux pas grand chose. Oui, non mais en fait, pose-toi un peu les questions. Je sais pas, au bout d'un moment, ouvre un peu tes yeux. Toutes les personnes qui ont dû avoir recours très régulièrement aux médecins ont subi des atrocités de la part de ces médecins. Que ce soit dans leur langage, que ce soit dans la non-solution qu'ils leur proposaient. On a quelqu'un dans le chat qui n'a même pas le droit à la rééducation parce que son médecin ne veut pas l'écouter alors qu'elle est diagnostiquée avec une maladie grave. Parce que le médecin en a marre, parce que le médecin s'en fout en fait. Parce que c'est ça les médecins. Ils peuvent aussi s'en foutre, ils peuvent avoir plein de biais, parce qu'ils sont humains. Et parce que les humains ils ont plein de biais et ils peuvent s'en foutre de tout. Parce qu'on est dans une société où juste le fait de s'installer dans des aires médicaux, pour eux, ça leur fait faire une manifestation. Donc arrêtons de dire les médecins vont faire. C'est super si vous avez des très bons médecins. C'est trop bien. Et tant mieux, faut les garder, parce que c'est pas le cas de tout le monde, vraiment. Et tout le monde n'a pas le choix. Mais bon. Du coup, je me répète beaucoup dans ce live. Du coup, parce que vraiment, à chaque fois que quelqu'un vient, il faut répéter tout. Mais du coup, interrogez-vous de pourquoi beaucoup de personnes handies ont très peur de cette loi. Vous ne savez peut-être pas forcément ce que ces personnes ressentent. Vous ne savez peut-être pas forcément ce que ces personnes subissent. Et vous ne savez peut-être pas forcément ce que ces personnes souhaitent. Donc arrêtez d'essayer de vous dire, cette personne veut ça, demandez-lui clairement. Et là, tu as des personnes handies qui te répondent. Des personnes qui souffrent. Vraiment beaucoup. Donc plutôt que de dire, ces personnes veulent ça, on va faire ça pour elles, demande-leur directement. Du coup, il y a la pétition qui est épinglée, mais je vais la remettre. Tu comprends pas pourquoi la mauvaise foi des médecins ne pourrait pas être un frein. Tu comprends pas, vraiment. Tu comprends pas en quoi un médecin peut t'orienter là-dessus, tout simplement parce qu'il a pas envie de te soigner. Tu comprends pas pourquoi un médecin, parce qu'il est raciste et qu'il ne t'aime pas, il aime pas ta gueule, il peut pas t'orienter là-dessus. Tu comprends pas pourquoi un médecin peut se dire, de toute façon tu coûtes cher à la société, on va t'orienter là-dedans. Tu comprends pas que les médecins peuvent être eugénistes. Je sais pas, il suffit de voir un petit peu la crise de l'opiacé aux États-Unis pour comprendre pourquoi ça peut être une grosse dérive, les médecins qui ne pratiquent pas bien la médecine. Vraiment quoi. Juste pose-toi un peu des questions plutôt que de demander qu'on te donne toutes les réponses tout seul. C'est fatigant là. En tout cas, si vous pouvez vous êtes intéressé en tout cas que c'est quelque chose qui compte pour vous, vous avez compris ou que vous voyez, vous avez des inquiétudes qu'on a, allez suivre les handis sur Blue Sky, voilà. Parce que je comprends qu'on n'ait pas du tout toutes les réponses solo, vraiment. Moi non plus, évidemment. Mais du coup, autant demander. Franchement, on n'écoute pas les personnes handis, en fait. Dans le discours public. Jamais. C'est un truc de fou. Et on les écoute jamais à tel point qu'on pense savoir ce qu'ils veulent, ils et elles veulent, en étant totalement à côté de la plaque. Voilà, ne pas leur voler la parole.
Un peu comme pour le féminisme, ouais, c'est clair. Un petit peu, bah oui, comme aussi des discours antiracistes, les discours LGBT. Faut écouter les personnes concernées plutôt que de penser à la place et les validsplainer, les mansplainer, les hétérosplainer, etc.